À l'hiver 43-44, la situation sur le continent européen est assez contrastée. Vous avez d'abord un front qui est un front italien, et ce front italien ne donne pas de très bons résultats. Churchill a absolument voulu intervenir en Italie, ce qui a provoqué le 10 juillet 1943 un premier débarquement en Sicile, débarquement qui s'est ensuite prolongé par des opérations dans la péninsule, et au fond, il pensait que l'Italie tomberait comme un fruit mûr. Or, cette Italie résiste, grâce notamment à la résistance opiniâtre développée par le maréchal Kesselring. Cette campagne d'Italie est très longue, très coûteuse. Elle correspond à cette volonté churchillienne d'intervenir d'abord et avant tout en Méditerranée, mais je le répète, elle donne des résultats extrêmement mitigés. Sur le front russe, en revanche, la situation est tout à fait favorable. Vous avez eu deux grandes batailles qui se sont soldées par des revers stratégiques extrêmement importants pour l'Allemagne. D'abord la bataille de Stalingrad, capitulation le 2 février 1943 de Paulus, et d'autre part la bataille de Koursk, qui, dit-on, a été le plus grand engagement de blindés dans l'histoire du monde, qui s'est également soldée par la défaite de la Wehrmacht. Ce qui veut dire que sur le front Ouest, vous avez deux éléments importants. Premier élément, l'Allemagne n'a plus la capacité d'initiative. Deuxième élément, non moins important, Staline est sûr qu'il ne peut plus perdre la guerre. Est-ce qu'il va la gagner? C'est une autre paire de manches. On peut quand même rappeler qu'entre juillet 1943 et avril 1945, date de la bataille de Berlin, vous avez quand même presque 2 ans, donc il va falloir 2 ans à l'armée rouge pour qu'elle plante son drapeau au fronton du Reichstag. Dans le même temps, en juillet-août 1943, après cette bataille de Koursk, eh bien, les soviétiques ont l'avantage. Quand l'idée du débarquement allié en Europe du Nord-Ouest apparaît-elle et quand s'impose-t-elle? L'idée d'un débarquement est présente dès 1941. L'idée qu'il va falloir réintervenir sur le continent européen est une idée qui est dans les esprits. Mais entre avoir une idée ou même un désir, d'une part, et d'autre part pouvoir le concrétiser, vous avez un fossé absolument béant. Donc on peut dire que l'espérance, le désir d'intervenir sur le continent européen est une idée ancrée assez tôt, mais que sa réalisation va être extrêmement complexe, extrêmement compliquée à mettre en œuvre. Après quelles hésitations, après quelles résistances? En fait, vous avez plusieurs éléments qui expliquent que la décision pratique d'intervenir en Europe du Nord-Ouest, eh bien que cette décision, elle est prise beaucoup de temps. Le premier élément, c'est que les Américains et les Britanniques sont en désaccord. Les Britanniques, d'abord, veulent privilégier la Méditerranée. Pourquoi veulent-ils privilégier la Méditerranée? Parce que c'est la zone qui est l'exutoire du canal de Suez. C'est donc la Méditerranée, l'artère qui maintient un lien absolument étroit avec l'Empire. Par ailleurs, la Méditerranée, c'est aussi une zone que les Britanniques considèrent en quelque sorte comme leur. Ils ont des amis, ils ont des clients, parmi lesquels on peut signaler, par exemple, l'Égypte, par exemple, la Grèce. Donc Churchill milite pour une intervention en Méditerranée qui va provoquer d'abord le débarquement du 8 novembre 1942 en Afrique du Nord, qui est un prélude, et qui ensuite va précipiter la décision d'intervenir en Italie. Cette décision, elle est aussi motivée par un héritage stratégique. En fait, ce que Churchill souhaite, c'est mener une guerre d'attrition. L'idée, c'est qu'il ne faut pas affronter frontalement le Reich, il faut au contraire essayer de l'user le plus possible, et une fois qu'il sera usé, effectivement, porter les stockades en débarquant. Les Américains, eux, ne sont absolument pas de cet avis. Ils ont un héritage stratégique, et cet héritage stratégique, qui a émergé au moment de la guerre de sécession, qui s'est confirmé au moment de la Première Guerre mondiale, à partir de l'intervention américaine de 1917, c'est de frapper l'ennemi là où il est le plus fort. Il faut donc aller à la rencontre de l'ennemi sur ses bastions. Et les bastions, c'est l'Europe du Nord-Ouest. Donc les Américains, eux, militent pour une intervention en Europe du Nord-Ouest, et ils militent assez tôt, dès 1942, avec l'espérance que l'on va pouvoir effectivement monter une opération transmanche. Ceci dit, à l'époque, il faut se rappeler que les États-Unis ne sont pas les États-Unis que nous connaissons.
C'est une puissance, bien évidemment, mondiale, c'est une puissance importante, mais qui est encore un petit peu, comment dirais-je, intimidée par le cousin britannique qui a l'expérience des affaires internationales, qui est rompu par son histoire, par son empire, à la conduite des affaires du monde. C'est donc à la conférence de Téhéran, fin novembre, début décembre 1943, que Roosevelt, qui, pour une fois, a très bien préparé la conférence, s'est appuyé sur des expertises militaires, géopolitiques. Il va en fait nouer une alliance en quelque sorte contre nature avec Staline qui lui milite pour l'ouverture d'un second front pour imposer à un Churchill réticent l'idée d'un débarquement en Europe du Nord-Ouest. Alors, décembre 1943 pour un débarquement prévu au printemps 1944, vous nous direz la date tout à l'heure, ça paraît très court pour être à niveau de préparation industrielle, munitions, logistique et hommes. Les Anglo-Américains vont avoir en fait assez peu de temps pour préparer le débarquement, puisque la décision est prise, disons, au tout début décembre, et que la date cible, pour reprendre le jargon des militaires, est fixée en mai 1944. Ils disposent donc de très peu de temps. Ceci dit, ils ont quand même anticipé. Vous avez eu un général britannique que Montgomery déteste, le général de brigade Morgan, qui a été chargé de préfigurer le débarquement. Et c'est notamment Morgan qui a l'idée de la Normandie, et c'est Morgan qui, au fond, va essayer de réfléchir, mais de manière un peu abstraite. Il ignore le nombre de divisions qui sont prévues, il ignore les moyens qui lui seront alloués. Donc c'est Morgan qui va, en quelque sorte, commencer à réfléchir, à ébaucher un plan que Montgomery ensuite reprendra. Donc en décembre 1943, date à laquelle le débarquement est enfin acté, les Anglo-Américains, du point de vue stratégique, ne partent pas de zéro. En revanche, il est vrai que la création d'un outil militaire, c'est-à-dire la préparation matérielle du débarquement, eh bien, cette préparation militaire va être assez compliquée à mener. En fait, les Anglo-Américains ont deux grands problèmes. Le premier problème est un problème logistique. Comment amener les quelques millions d'hommes qui s'entraînent aux États-Unis sur l'archipel britannique, sachant que toute une partie des forces américaines a été absorbée par le théâtre nord-africain d'abord, le théâtre italien ensuite. Donc il va falloir monter en puissance, et c'est tout le sens de l'opération Boléro, par allusion bien sûr à l'œuvre de Ravel, qui commence doucement et qui monte crescendo. Et l'autre problème sur lequel les Anglo-Américains vont buter, c'est la construction de bâtiments de débarquement. Il faut des bateaux. Et ces bateaux, eh bien, les Anglo-Américains ne les ont pas. Parce que les Anglo-Américains, d'abord, ne savent pas si le débarquement va se produire. Donc pourquoi fabriquer des bateaux de débarquement pour une opération hypothétique ? Le second élément, c'est que les Anglo-Américains butent sur un problème qui est que la grande priorité, c'est la guerre sous-marine. Cette guerre sous-marine, elle est menée par des moyens divers, mais notamment par des destroyers. Et de quoi les destroyers ont-ils besoin ? Réponse, d'acier et de moteurs. L'acier et les moteurs qui sont nécessaires à la construction des bâtiments de débarquement. Donc jusqu'en août 1943, date à laquelle l'amiral Dönitz décide de retirer ses sous-marins de l'Atlantique Nord, eh bien vous avez en fait une forme de concurrence entre un débarquement hypothétique à venir et la lutte, la bataille de l'Atlantique. Donc ces deux éléments, acheminer les renforts, acheminer les troupes américaines d'une part, et construire des bâtiments de débarquement, sont les deux grands problèmes majeurs qui se posent aux logisticiens anglo-américains. Vous avez dit la décision de débarquer en Normandie a été prise un peu plus tôt que décembre 1943, mais pourquoi en Normandie plutôt qu'en Bretagne, dans le Pas-de-Calais ou ailleurs, et au fond, en vertu de quel objectif final ? Le choix de la Normandie est un choix par élimination. Au fond, quelles étaient les options stratégiques ? Première option, la Scandinavie. Trop loin, rayon d'action des appareils de la Royal Air Force ou de l'US Air Force trop éloignés, donc la Scandinavie est rejetée. Que reste-t-il ? Les Pays-Bas et la Belgique. Pays-Bas, Belgique, problème, plage trop étroite, courant trop violent. Donc on écarte la Belgique et la Hollande. Reste le Pas-de-Calais et la Normandie. Le Pas-de-Calais est l'option a priori la plus évidente. Pourquoi ? Parce que le Pas-de-Calais est le plus proche de l'Angleterre, ce qui veut dire que la traversée des bâtiments sera plus brève, mais également que la couverture aérienne
sera plus facile, tout simplement parce que les aérodromes sont plus proches des côtes françaises. En revanche, et c'est bien le problème, ce Pas-de-Calais est la région la plus solidement défendue. Donc les Anglo-Américains vont opter pour la Normandie, bien que la Normandie présente deux problèmes. D'une part, cette Normandie, eh bien, elle est plus éloignée des côtes britanniques, et d'autre part, il n'y a pas de port en eau profonde. Le seul port en eau profonde, c'est Le Havre, mais qui est hors de la zone pressentie, et l'autre port en eau profonde, c'est Cherbourg, qui lui aussi est éloigné des plages. Donc il décide, au fond, de prendre la Normandie en se disant que la faiblesse des défenses allemandes compensera ces deux éléments négatifs. Que savent les Allemands de ce projet hors norme et comment s'y préparent-ils ? Les Allemands n'ignorent pas qu'un débarquement va se produire. Il faut ici peut-être raisonner avec deux lunettes, une lunette de myope et une lunette d'astigmate. Bon. De manière lointaine, donc, les Allemands se doutent qu'un débarquement va se produire parce que c'est une option stratégique qui paraît tout à fait logique, qui paraît tout à fait normale. Mais non seulement les Allemands pressentent qu'un débarquement va se produire, mais ils l'espèrent. Parce que pour Hitler, un débarquement est une manière de lever l'hypothèque. Hitler et beaucoup de ses généraux sont persuadés que les Anglo-Américains seront rejetés à la mer. À partir du moment où les Anglo-Américains seront rejetés à la mer, il pourra rapatrier les divisions qui cantonnent en Europe de l'Ouest pour les affecter sur le front russe et espérer, du coup, emporter la décision. Donc, les Allemands pressentent qu'il y aura un débarquement, attendent avec confiance ce débarquement, mais, et là on arrive au niveau micro, ils sont en même temps assez perplexes. Où et quand ce débarquement se produira-t-il ? Ici, en règle générale, vous avez une division. La majorité des dirigeants allemands pensent que le débarquement se produira dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Pas-de-Calais, pour les raisons évidentes de proximité, mais, et c'est notamment une des intuitions d'Adolf Hitler pense que la Normandie n'est pas à exclure. Donc la préparation du débarquement, côté allemand, va d'abord et avant tout s'accomplir par la construction du mur de l'Atlantique. Alors ce mur de l'Atlantique n'est pas une grande muraille de Chine continue, c'est un ensemble de points fortifiés, de blocos, de batteries, qui visent à interdire aux Alliés l'accès au territoire français, aux côtes françaises, ou pour être plus exact, parce que les Allemands ne sont pas stupides, ils n'imaginent pas que le mur de l'Atlantique suffira pour rejeter les Alliés à la mer, mais ils espèrent que ce mur de l'Atlantique aura deux éléments positifs. D'une part, il obligera les Alliés à fractionner leurs forces, et donc à rendre moins fort la loi du nombre, et d'autre part, ils estiment que le mur de l'Atlantique va ralentir les Alliés, permettre par conséquent de gagner du temps, et donc permettre de même aux Allemands d'organiser la contre-offensive. Et donc, à partir de 1943, de novembre 1943, le mur de l'Atlantique, dont la construction avait commencé dès 1942, va entrer dans une nouvelle phase, qui est une phase accélérée. Elle est d'autant plus accélérée que le maréchal Rommel a été nommé inspecteur des fortifications, et que Rommel, qui n'est pas nécessairement le super général que la postérité aime à dépeindre, c'est en tous les cas un général énergique, et il va démultiplier ses efforts pour rendre ce mur de l'Atlantique plus puissant et plus cohérent en multipliant les ouvrages défensifs, en semant des mines, et puis également en utilisant des obstacles, dont les célèbres asperges de Rommel, qui sont en fait des pieux qui visent à empêcher l'arrivée de troupes parachutées ou aéroportées. Au printemps 1944, la France est occupée depuis presque 4 ans. Quel est l'état d'esprit des Français à la veille du débarquement? Est-ce qu'ils l'espèrent? Est-ce qu'ils le pressentent? Est-ce qu'ils le redoutent? Les Français, en 1944, sont caractérisés par une forme d'ambivalence. Ils espèrent le débarquement, mais au fond, ce débarquement, ils l'attendaient en 1943. Il ne faut pas oublier l'immense espoir que le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord a suscité. Beaucoup de Français ont cru que la messe était dite, que les Alliés, au fond, profiteraient de cette tête de pont nord-africaine pour envahir la France, envahir le sud de la France,
Et c'est ce qui explique d'ailleurs que les Allemands aient envahi la zone libre le 11 novembre 1942 pour parer cette menace. Donc si l'espérance est intense, elle est intacte en 1944, mais l'espérance a été douchée, l'enthousiasme a été douché. Donc il y a bien sûr cette volonté, ce désir de débarquement, c'est incontestable, mais en même temps il y a une très grande lassitude de l'opinion publique qui voit la guerre s'éterniser et qui s'interroge quand enfin les Alliés vont-ils débarquer. Donc le débarquement était prévu le lundi 5 juin 1944, à l'aube. Pourquoi a-t-il été reporté de 24 heures ? Le débarquement était prévu le 5 juin à l'aube, mais il est reporté par Eisenhower, tout simplement parce que la tempête fait rage. Et cette tempête va très largement compromettre les chances du débarquement. Donc Eisenhower annule l'ordre de débarquer, et il est même obligé de rappeler un certain nombre de bâtiments qui sont déjà partis. Il envoie même un hydravion, un Walrus, expliquer aux bâtiments qui voguent vers les côtes normandes qu'il faut à tout prix rebrousser chemin. Mais le groupe capitaine, le colonel Stagg, qui est le chef météorologiste, va déceler une accalmie à l'aube du 6 juin. Et à partir du moment où il va déceler cette accalmie, eh bien, il va dire à Eisenhower qu'une fenêtre s'ouvre. Et Eisenhower va, après avoir très longuement réfléchi, donner l'ordre de débarquer le 6 juin, tout simplement parce qu'il y a cette accalmie qui a été décelée par le chef météorologiste. Pourquoi les Alliés voient-ils cette accalmie et pourquoi les Allemands ne la voient-ils pas ? Réponse, parce que les Alliés ont un système météo bien plus performant et qu'ils disposent notamment de stations météo en Islande et au Groenland dont les Allemands ne disposent pas. Et c'est cela qui a permis, au fond, aux Anglo-Américains d'avoir une acuité en termes de météo beaucoup plus forte que les Allemands. Le débarquement du 6 juin 1944 va être scandé par un certain nombre de phases. Dans une première phase, vous allez avoir des opérations aéroportées qui vont mettre en jeu, dans la nuit du 5 au 6 juin, à la fois des Américains, 82e et 101e division aéroportée, et d'autre part des Britanniques. Je veux parler ici de la 6e Airborne. Ces opérations qui comprennent donc d'une part des parachutistes, c'est-à-dire qu'on va larguer des paras, mais également des troupes aéroportées, c'est-à-dire des troupes qui sont transportées par des planeurs, remorqués par des DC-3, dont on va larguer les amarres, et ensuite les planeurs vont vivre leur vie et atterrir dans des champs. Ces opérations aéroportées ont plusieurs finalités. La première finalité, et c'est notamment l'un des rôles qui est assigné aux Britanniques, à l'est donc du théâtre d'opération, c'est de détruire des batteries qui menacent le corps expéditionnaire, et notamment la batterie de Merville. D'autre part, les troupes aéroportées doivent s'emparer d'un certain nombre d'ouvrages d'art, et notamment des ponts. Il faut se rappeler que même quand vous avez un tout petit cours d'eau, c'est toujours un problème pour une armée de traverser un cours d'eau. Donc il faut, de la manière la plus aiguë possible, s'emparer de ponts, et notamment des ponts du canal de l'Orne, qui sont ici très importants. Troisième élément, et ceci concerne beaucoup plus le secteur d'Utah, donc dans le secteur américain, le plus à l'ouest, vous avez entre le littoral, la zone où les troupes américaines vont débarquer, et l'arrière, vous avez une zone qui est inondée, qui est en fait composée à la fois de marais et de zones que les Allemands ont sciemment inondées. Et donc, ce passage pose problème parce qu'il va ralentir l'avancée des troupes. Et donc, le risque, c'est que les troupes débarquées avancent assez lentement et que les Allemands aient le temps, du coup, de préparer, en raison de cette lenteur, une contre-attaque. Et donc, pour y parer, l'idée, c'est de créer, de former, au fond, un cordon sécuritaire à l'arrière de la plage d'Utah pour empêcher, précisément, les Allemands d'aller à la rencontre des éléments débarqués. Voilà les missions qui sont assignées aux troupes aéroportées. Une fois que ces troupes aéroportées ont été larguées dans la nuit du 5 et 6 juin, vous allez avoir une autre phase, et cette autre phase, c'est celle du bombardement aérien du mur de l'Atlantique. Les Alliés ont assez peu bombardé le mur de l'Atlantique dans le secteur normand
tout simplement pour ne pas donner l'éveil aux Allemands. S'ils avaient concentré leurs efforts sur la Normandie, les Allemands auraient bien entendu imaginé que le débarquement se produirait en Normandie et non dans le Pas-de-Calais. Donc ils ont pris grand soin de beaucoup plus arroser des zones extérieures à la Normandie et notamment aux 5 plages, plutôt que de privilégier cet espace. Là, en revanche, l'heure est grave, et donc vous allez avoir des bombardements qui vont être effectués par des bombardiers moyens et des bombardiers lourds de la Royal Air Force et de l'US Air Force. Une fois que ces bombardements aériens seront terminés, vous allez avoir une 3e phase qui s'ouvre et qui commence à 5h30 du matin. Et cette 3e phase, c'est tout simplement le bombardement naval. En d'autres termes, la marine britannique, surtout américaine, et puis aussi un peu française, etc., vont pilonner les défenses allemandes, d'abord avec des grosses unités, qui sont des croiseurs et des cuirassés, et puis ensuite par des unités plus petites, mais qui présentent l'avantage de pouvoir plus s'approcher du rivage, des destroyers. Et une fois que ce mur de l'Atlantique aura été, sinon détruit, du moins ébréché, eh bien les troupes s'élanceront sur le rivage normand à l'aube, à partir de 6h30. Donc à 6h30, c'est le choc proprement dit. Peut-être ça vaut la peine de rappeler le nombre de troupes qui vont débarquer, alors à partir de 6h30 en plusieurs vagues, et de rappeler aussi en face combien de soldats allemands rencontrent-elles. La phase du touchdown, c'est-à-dire le moment où les troupes terrestres posent le pied sur le littoral, a souvent été dépeinte comme, au fond, une période, un moment d'apocalypse. Et je pense que beaucoup d'entre nous se souviennent du film « Il faut sauver le soldat Ryan » qui décrit précisément cet enfer. La réalité est un peu différente. Vous allez avoir en gros 130 000 hommes qui vont débarquer au soir du 6 juin 1944, auxquels s'ajoutent bien évidemment les éléments aéroportés ou parachutés. Les Allemands au total sont 900 000 dans le nord-ouest, mais les troupes qui gardent au fond la Normandie sont en nombre beaucoup moins important. Ce qui veut dire que les Alliés ont un avantage numérique sur les Allemands, à cette différence près qu'une opération amphibie est toujours une opération très très compliquée. On compte en règle générale qu'il faut 3 hommes, 3 attaquants pour un défenseur. Voilà, donc c'est vous dire l'importance du rapport de force. Donc ces troupes anglo-américaines et canadiennes débarquent et elles se heurtent à un feu nourri, tout simplement parce que ni le bombardement aérien et, dans une moindre mesure, ni le bombardement naval n'ont donné les résultats escomptés. En fait, toute une partie du mur de l'Atlantique est restée intacte, tout simplement parce que le bombardement aérien, par exemple, a été mal réalisé. Vous avez eu des bombes qui sont tombées à l'intérieur des terres parce que des pilotes ont eu peur de toucher les contingents qui s'apprêtaient à débarquer. Vous avez eu en revanche des bombes qui sont tombées dans la mer, tout simplement parce que des pilotes, il faut le dire, ont eu peur de l'artillerie allemande, de la flak, ont eu peur d'être touchés, donc se sont débarrassés de leurs bombes pour éviter donc d'être atteints. Et donc ce mur de l'Atlantique, il est très loin d'être anéanti, il est même très loin d'être ébréché. En revanche, il est clair que ce tonnerre, il faut imaginer cette pluie de bombes qui s'abat, elle a sonné les défenseurs allemands. Donc même si les batteries sont intactes, eh bien elles ne sont pas toutes servies par des hommes gaillards, alertes et prêts à se défendre. Est-ce que l'arrivée de cette armada est une surprise pour les Allemands ? L'arrivée de cette armada est une grande surprise pour les Allemands pour tout un ensemble de raisons. D'abord, d'un point de vue macro, les Allemands restent persuadés que le débarquement va se produire dans le Pas-de-Calais et ils sont induits dans cette erreur par une manœuvre d'intoxication dont on a beaucoup parlé, Fortitude, qui repose sur un certain nombre de stratagèmes, par exemple des faux chars en caoutchouc gonflable, des fausses barges de débarquement. Mais ces stratagèmes, au fond, jouent assez peu. Ce qui a énormément joué, c'est le rôle d'un agent qui s'appelle Garbeau, Juan Pujol, qui en fait a toute la confiance des Allemands et qui leur envoie des rapports totalement fantaisistes
affirmant que, bah oui, le débarquement va se produire dans le Pas-de-Calais. Et lorsque le débarquement se produit en Normandie, vous le voyez, il y a une surprise en quelque sorte stratégique des Allemands qui n'imaginaient pas que le débarquement puisse se produire en Normandie et qui, quand ils admettent qu'un débarquement se produit en Normandie, pensent qu'il ne s'agit que d'une feinte. Jusqu'à la fin juillet 1944, les Allemands considéreront que le débarquement en Normandie n'est qu'une opération secondaire, alors qu'ils peuvent voir quand même l'ampleur des effectifs déployés, et donc laisseront toute une partie de leurs effectifs en Belgique, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, alors qu'ils auraient été bien évidemment beaucoup plus utiles sur le théâtre d'opération normand. À cette erreur macro s'ajoute également un élément, et l'élément c'est la tempête. Les Allemands n'imaginent pas une minute que les Alliés puissent débarquer dans des conditions aussi désastreuses. Le groupe Captain Stagg a prévu une accalmie, oui, mais enfin une accalmie qui ferait frémir plus d'un touriste. Hein. Vous avez quand même une houle avec des creux de 1 à 2 mètres. Bon. Et donc les Allemands, avec ce temps absolument horrible qui sévit sur la Normandie, sont absolument persuadés que rien ne peut se passer. C'est ce qui explique que beaucoup de généraux allemands, dont Rommel, ne soient pas en Normandie. Rommel est en Allemagne, il doit rencontrer le Führer et il profite de l'occasion pour célébrer l'anniversaire de son épouse. Donc il est loin du front, mais vous avez plein d'autres généraux. L'un assiste à un Kriegspiel à Rennes, l'autre se console des malheurs du temps dans les bras de sa maîtresse à Paris. Donc en fait, les Allemands ne sont pas en ordre de bataille le 6 juin 1944, parce que la Normandie ne correspond pas au cadre qu'ils avaient imaginé, et parce que la tempête joue un rôle absolument majeur. Aux yeux des Allemands, il est impossible de débarquer dans des conditions météorologiques aussi détestables. Donc on a vu la surprise pour les Allemands de voir cette armada survenir dans des conditions météo aussi déplorables. Quelles ont été les mauvaises surprises côté allié ? Les Anglo-Américains, le soir du 6 juin, n'ont pas eu de mauvaises surprises majeures. Première bonne surprise, le niveau des pertes est relativement limité. En effet, les Anglo-Américains imaginaient un véritable carnage, un bain de sang, pour reprendre la formule de Churchill. Or, les pertes, je veux dire morts, disparus, blessés, se montent à 10 000. C'est en gros 3 fois moins que ce que l'état-major craignait. Il faut quand même rappeler que, hormis des mauvaises surprises, j'y reviendrai, le mur de l'Atlantique n'a tenu que 4-5 heures. Or, il faisait quand même très peur aux Anglo-Américains. Donc, première bonne surprise, un niveau des pertes limité. Seconde bonne surprise, les 5 plages sont prises le soir même. Il faut quand même se remettre un petit peu dans l'état d'esprit des généraux de l'époque. Beaucoup étaient extrêmement pessimistes du côté allié. Beaucoup craignaient des difficultés. Lorsque l'on resitue ce débarquement dans le temps long de l'histoire militaire et que l'on se remémore ce que coûtaient les offensives en 14-18, c'est un miracle. Les mauvaises surprises tiennent à 2 éléments majeurs. Le premier élément, c'est les pertes. Elles sont limitées, je l'ai dit, mais vous avez 2 points sur lesquels il faut insister. D'abord, le niveau des pertes a été très important pour les troupes aéroportées et parachutées, qui ont véritablement énormément souffert. Et autre élément, la situation sur Omaha Beach, Omaha la sanglante, Bloody Omaha, où là, effectivement, les choses se sont très mal passées. Et le niveau de perte sur Omaha est incroyablement plus élevé que sur les 4 autres plages. Donc, Omaha a été une mauvaise surprise. La situation a été si dramatique, d'ailleurs, que Bradley, qui commande le secteur, a à un moment imaginé abandonner Omaha, ce qui aurait posé des problèmes insurmontables. D'une part, cela voulait dire que les soldats débarqués étaient sacrifiés, et ça, un général américain ne peut pas l'accepter. Et cela voulait dire aussi qu'il y aurait eu une dent creuse entre, d'une part, le secteur américain, Utah, Omaha manquante, et les 3 plages du secteur anglo-canadien. Et cette brèche aurait permis effectivement aux Allemands de s'engouffrer. Heureusement, la situation s'est rétablie, Omaha est prise, mais Omaha a été une mauvaise surprise. Seconde mauvaise surprise, les Britanniques auraient dû prendre Caen dès J+1. Il faut rappeler que Caen est véritablement central dans la logique des Anglo-Américains. Caen est central pour tout un ensemble de raisons. D'abord, c'est un nœud de communication important. Donc, qui tient Caen tient une tête de réseau routier,
ferroviaire. Caen, d'autre part, ouvre sur une plaine. Et une plaine, c'est très important en Normandie pour 2 raisons. Première raison, il va falloir déployer des divisions blindées. Mais une division blindée, c'est des centaines de véhicules, c'est des centaines de chars. Donc, il faut de l'espace. Or, dans le bocage normand, c'est difficile de déployer une division blindée. Autre élément, les aviateurs réclament des bases, tout simplement parce que, en gros, une mission de chasseur dure 45 minutes. Donc, si vous prenez 10 minutes pour traverser le Channel et 10 minutes pour revenir, cela veut dire que la moitié de votre temps de mission est mangé par votre aller-retour. Donc, ils réclament que des bases soient installées et sur le continent. Et bien entendu, les bases, c'est mieux de les installer sur un terrain plat, d'où la plaine de Caen. Et donc ici, le général qui commande les opérations terrestres, le Britannique Montgomery, vainqueur d'El Alamein, eh bien au fond ne galvanise pas ses troupes qui peinent à se concentrer. Alors il est vrai que c'est compliqué de se concentrer parce que vous avez quand même une congestion, hein, vous avez les soldats qui arrivent, des véhicules qui arrivent, des chars qui arrivent. Voilà, donc c'est quand même très anarchique sur les plages. Donc il faut regrouper les forces. Mais en même temps, il y a eu un tel soulagement côté britannique, l'idée que ce mur de l'Atlantique était invincible, que ce débarquement risquait de mal se passer, qu'au fond c'est le soulagement qui domine et qu'il n'y a pas d'ardeur à combattre. Certes, Bayeux, là, est prise le jour même et intacte, donc ce qui est une bonne nouvelle, mais Caen ne l'est pas. Et donc, à partir du moment où Caen ne va pas être prise dans les délais requis, les Allemands vont pouvoir organiser leur défense autour de Caen et tenir la dragée haute aux Britanniques et aux Canadiens pendant de longues semaines. Au soir du 6 juin, il y a un autre élément qui survient et qui va être marquant pour beaucoup de Normands. Ce sont les bombardements d'interdiction. Quels étaient leurs buts, quelles étaient leurs cibles et quel est leur bilan, même si leur bilan ne s'arrêtera pas le 6 juin. Il faut dire que la Normandie avait été dans une certaine mesure préservée des rigueurs de la guerre. D'abord parce que la Normandie était un ensemble de départements relativement agricoles, donc la question de l'alimentation ne se posait pas avec la même dramatique acuité que dans le Nord, ou dans des pays, par exemple, de monoculture. Je pense, par exemple, à la région languedocienne. Donc, en Normandie, on souffre, bien évidemment. Il ne s'agit pas du tout de nier la souffrance des Normands, mais je pense qu'on souffre moins que dans le Nord, dans le Languedoc ou dans d'autres régions. Autre élément, en Normandie, vous avez une population juive qui est beaucoup moins importante que dans certaines régions. Vous avez une emprise communiste, vous avez une implantation communiste qui est beaucoup moins forte, ce qui veut dire que la répression a été aussi moins forte en Normandie que dans d'autres régions qui étaient au contraire marquées par une population juive plus importante, des éléments communistes plus importants, peut-être aussi une résistance plus forte, tout simplement parce que, pour donner ces exemples, en Savoie et en Haute-Savoie, vous avez eu des maquis, ce qu'il n'y a pas, pour des raisons évidentes, en Normandie. Enfin, la Normandie n'abritait pas de lieux stratégiques pour les Allemands. Les grands lieux stratégiques, c'est Brest, c'est Lorient, c'est Saint-Nazaire. Et donc là, on peut dire que véritablement, les populations de Brest, de Lorient, de Saint-Nazaire ont vécu un enfer parce que vous aviez des bases sous-marines et que les Britanniques ont essayé à tout prix, en bombardant encore, d'anéantir ces bases. Les forces britanniques n'y sont pas arrivées. Ce qui veut dire que la Normandie a été relativement, j'insiste bien sur le relativement, préservée des rigueurs de la guerre. Et soudain, le 6 juin 1944, l'enfer se déchaîne. L'enfer se déchaîne parce que vous allez avoir des bombardements qui vont se multiplier, des bombardements qui vont avoir, j'ai envie de dire, une finalité un peu stratégique qui est de détruire les défenses allemandes. Donc on va choisir un certain nombre de lieux avec des gares de triage, avec des installations jugées vitales, donc avec des zones de défense fortes, donc on va les pilonner. Et à ces bombardements de grande ampleur, qui vont marquer les villes de Saint-Lô, qui vont marquer les villes de Caen, pendant tout l'été 1944, s'ajoute également
une intervention tactique, qui est une intervention de soutien au sol, qui là va plutôt être menée par des chasseurs, voire des chasseurs bombardiers, plutôt que par des bombardiers moyens ou des bombardiers lourds. Et donc, ceci, ajouté aux opérations terrestres, où vous avez quand même un front qui se développe sur un territoire relativement restreint, mais où les opérations, les combats, sont d'une violence inouïe. Il faut quand même se rappeler que dans la région de 40 ans, on se bat à l'arme blanche. On a du corps à corps. Vous avez également de l'artillerie, vous avez également des mortiers, vous avez également des blindés. La Normandie, qui est une région relativement paisible, eh bien, découvre l'horreur de la guerre. Et donc, le malheur s'abat sur la Normandie de manière extrêmement brutale et extrêmement inattendue. La nouvelle du débarquement s'est propagée avec une vitesse absolument incroyable. Très vite, non seulement tous les Français, mais le monde entier a su qu'un débarquement s'était produit. La nouvelle arrive même dans les camps de concentration. Et elle suscite un enthousiasme absolument délirant. Les Français attendaient depuis très longtemps l'annonce du débarquement. Enfin, il arrive. C'est donc un moment de très grand optimisme. Et c'est un optimisme qui va se confirmer parce que les Allemands, quoi qu'en dise la propagande, assez grossière, il faut le dire, n'arrivent pas à rejeter les Anglo-Américains à la mer. Comment réagit le gouvernement de Vichy et comment réagit de son côté le général de Gaulle et la France libre? Pour comprendre l'attitude du gouvernement de Vichy, je pense qu'il faut distinguer entre d'une part le gouvernement en quelque sorte traditionnel, le maréchal Pétain, d'une part, et d'autre part les ultras de la collaboration, dont par exemple Joseph Darnan, secrétaire général au maintien de l'ordre et patron de la milice. Pour les dirigeants traditionnels de Vichy, le débarquement, c'est une affaire dont les Français ne doivent pas se mêler. Donc l'élément important à souligner, c'est que l'autorité vichiste, par la voix du maréchal Pétain, invite les Français à s'abstenir. Ils n'ont pas à participer à la mêlée. La grande peur du maréchal Pétain, c'est qu'il y ait des victimes, que les Français s'engagent, qu'il y ait un bain de sang, et donc il donne des consignes d'abstention dans ses discours. En revanche, pour les ultras de la collaboration, les choses sont différentes. Eux veulent enclencher un processus de guerre civile, donc vous avez un processus de radicalisation que l'on voit très nettement, par exemple, dans les hommes de la milice, qui vont devenir encore plus sanguinaires, encore plus fous furieux que ce qu'ils étaient dans les mois qui précédaient le débarquement. Et du côté du général de Gaulle et de la France libre? Le général de Gaulle pressentait qu'il y aurait un débarquement. Et donc il a voulu négocier avec les Anglo-Américains le rôle que son comité français de libération nationale d'abord et son gouvernement provisoire de la République française, créé le 3 juin 1944, seraient amenés à jouer. Les Anglo-Américains ont refusé d'entrer en négociation avec le général de Gaulle. Roosevelt manifeste à l'égard du général de Gaulle une méfiance, voire une hostilité quasi pathologique. Pour lui, de Gaulle est un apprenti dictateur et on n'a pas à négocier avec de Gaulle. Ce qui veut dire que, à la veille, à l'avant-veille du débarquement, la situation des autorités qui seront amenées à prendre en charge la France libérée, eh bien cette question est une question toujours pendante, c'est une question qui n'est absolument pas réglée. Et donc, voyant quand même qu'il serait de bonne aloi d'éclaircir la situation, Churchill demande en toute urgence à de Gaulle de venir le rejoindre. De Gaulle donc va arriver à Londres 2 jours avant le débarquement. Il est conduit au quartier général de Portsmouth, où il va rencontrer Churchill, puis Eisenhower, et autant vous dire que la discussion est plutôt orageuse. Churchill dit au général de Gaulle, en substance, eh bien voilà, il faudrait que nous négocions. Et de Gaulle entre dans une colère terrible en disant, écoutez, vous voulez que nous négocions. D'abord, premier élément, cela fait des mois que nous réclamons cette négociation. Là, c'est un peu tard. Deuxième élément, vous me parlez de négocier. Où sont les Américains? Je ne vois que des Britanniques. Élément qui ajoute à la colère du général de Gaulle, les Anglo-Américains ont frappé des francs d'invasion. C'est une devise qui va circuler. Mais le problème, qui va être en dernier ressort responsable pour cette monnaie?
pour De Gaulle, il est absolument inconcevable qu'une monnaie circule dont il serait amené à garantir la valeur. Et donc De Gaulle est absolument ulcéré et quitte le wagon de Churchill en lui disant « Allez-y, faites la guerre avec votre fausse monnaie ». Donc, de ce point de vue, la situation de la France libérée, quelles autorités sont amenées à gérer le pays, n'est absolument pas réglée à la veille du débarquement. Autre élément à la rencontre avec Eisenhower. Eisenhower et De Gaulle, il faut le souligner, se connaissent. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont connus en Afrique du Nord. Et les relations entre Eisenhower et De Gaulle ont toujours été des relations de très grande cordialité. Il n'y a pas du tout l'hostilité que Roosevelt manifeste à l'égard de l'homme du 18 juin. Eisenhower ne partage pas cette hostilité, mais il explique à De Gaulle que voilà, le débarquement va se produire et il lui tend un papier en disant « Voilà le discours que je tiens à entendre de votre voix ». Et De Gaulle est absolument fou de colère en disant « Attendez, ce n'est pas mon texte, il est absolument hors de question que je lise un texte qui, d'ailleurs, ne reconnaît pas à mon gouvernement le droit d'exercer le pouvoir à la libération ». Et donc là, les Anglo-Américains sont extrêmement embarrassés par l'attitude du général de Gaulle, parce qu'on attend bien évidemment que le général de Gaulle prenne la parole le 6 juin 1944 pour donner en quelque sorte des directives au peuple français. Et finalement, la décision de faire parler le général de Gaulle est prise. Le 6 juin, De Gaulle parlera. Et là, il faut peut-être signaler les libertés que De Gaulle prend avec l'histoire, parce que voilà comment De Gaulle raconte son intervention. Il dit voilà, on me demande de lire un texte d'Eisenhower, je refuse et je prends la parole à la radio le soir du 6 juin. Effectivement, le très beau discours du général de Gaulle, c'est la bataille de France, c'est la bataille de la France, passe en fin d'après-midi sur la BBC. Mais les choses ne se sont pas tout à fait passées comme De Gaulle les raconte. En fait, De Gaulle est arrivé à midi dans les locaux de la BBC et a exigé de parler en direct. Or, pour les Britanniques, qui quand même connaissent le général de Gaulle, le risque était assez grand. Et donc, ils voulaient, bien évidemment, que la censure jette un coup d'œil. Et De Gaulle dit non, je veux parler en direct. Et là, le patron de la BBC a un très bref moment pour convaincre le général de Gaulle d'enregistrer son discours. Et là, eh bien, il a une idée de génie et il va tabler sur l'orgueil du général. Et il lui dit en substance, mon général, vous allez prononcer un discours qui est sans doute le discours le plus important de votre vie. Ce discours, non seulement la France l'attend, mais le monde l'attend. Or, si vous voulez que ce discours ait l'écho qu'il mérite, il doit être traduit. Nous devons donc l'enregistrer. Et donc De Gaulle répond « J'y consens ». Le discours est enregistré, immédiatement envoyé au ministre des Affaires étrangères, Eden, qui sursaute, parce qu'il dit « Moi, général de Gaulle, chef du gouvernement, mais ni la Grande-Bretagne, ni les États-Unis n'ont reconnu le gouvernement du général de Gaulle. » Eden dit « Passons, Churchill va me tirer les oreilles, mais passons ». Et De Gaulle enregistre son discours, et les hommes de la BBC, tous les gens qui sont dans les studios étaient ulcérés, et ils entendent le discours du général de Gaulle, et tout le monde pleure, tant c'est un beau discours. Donc voilà comment De Gaulle voit les choses. Son pouvoir, le 6 juin, le 7 juin, n'est absolument pas reconnu. Et donc De Gaulle va faire en quelque sorte une prise de pouvoir, mais non pas par le haut, comme il l'espérait, c'est-à-dire en négociant avec les Anglo-Américains, mais par le bas. De Gaulle revient le 14 juin 1944 à Courseulles, et il est flanqué d'un certain nombre d'administrateurs, dont un administrateur militaire, Pierre de Chevigné, et un administrateur civil, François Coulet. Et il les laisse sur place. Les hautes autorités n'y voient absolument pas malice. On a des lettres, des télégrammes que Montgomery envoie au Premier ministre britannique, Churchill en disant « Oui, De Gaulle est arrivé avec... » Il n'y voit pas malice. En revanche, les officiers des affaires civiles, qui connaissent De Gaulle, comprennent tout de suite la manœuvre. Et la manœuvre est simple. De Gaulle installe ses hommes, et à qui la population va s'adresser ? À cette administration qui lui paraît légitime. À qui les troupes anglo-américaines vont-elles s'adresser pour avoir des facilités de logement, avoir des facilités de ravitaillement ? Aux autorités gaullistes. Et ainsi, les autorités gaullistes imposent leurs lois. Or, tout se passe bien.
La Normandie n'est absolument pas le théâtre d'une épuration violente, les guillotines ne se dressent pas à chaque coin de rue, le calme règne, et les troupes anglo-américaines bénéficient de ce dont elles rêvent, la loi et l'ordre, law and order. Donc tout se passe bien, et c'est de cette manière que le général de Gaulle montre qu'il est capable d'administrer le pays, qu'il n'y a aucune opposition de la part de Vichy, aucune opposition de la part des collabos. Lorsque les maires en Normandie, nommés par le pouvoir gaulliste dans la clandestinité, frappent à la porte en disant « voilà, c'est nous les nouvelles autorités », eh bien les maires nommés par Vichy partent. Donc tout se passe bien, et lorsque le général de Gaulle entre dans Paris, prononce son célèbre discours le 25 août, et qu'ensuite vous avez ce gigantesque défilé le lendemain, le 26 août, la messe est dite, et les Anglo-Américains finissent par reconnaître de facto, mais non de jure, le gouvernement provisoire de la République française. Revenons à la situation militaire au matin du 7 juin. En fait, à partir de cette séquence-là, s'ouvrent des semaines de tâtonnement, voire d'enlisement, qui vont durer presque jusqu'à la fin du mois de juillet. C'est la bataille de Normandie. Quels sont les 2-3 moments charnières de cette bataille et comment expliquer que les forces anglo-américaines, canadiennes, aient eu finalement tant de peine à sortir de l'enlisement des premières semaines? Il faut souligner que le débarquement s'est bien passé le 6 juin et que les jours qui suivent confirment l'optimisme qui commence à régner dans les sphères dirigeantes. En effet, le 12 juin, l'un des premiers objectifs qui était assigné aux troupes anglo-américaines, à savoir créer une tête de pont continue, faire que les 5 plages se touchent, eh bien le 12 juin, effectivement, la messe est dite, les Alliés disposent d'une tête de pont cohérente, unie. En revanche, à partir du 12 juin, commence l'enfer. Parce qu'en fait, les Anglo-Américains avaient bâti un scénario qui reposait sur un certain nombre de points. Premier élément, il fallait prendre Caen, dont le contrôle de la plaine était vital. Or, Caen résiste et ne va tomber définitivement que le 19 juillet, les Anglo-Américains ne parviennent pas à prendre Caen. C'est le premier problème. Second problème, les Anglo-Américains imaginaient que tous les jours, ils grignoteraient des kilomètres. Et donc, ils sortiraient d'une zone très périlleuse pour eux, qui est le bocage. Les Alliés n'ignoraient pas qu'il y avait du bocage. Mais en revanche, ils ont sous-estimé la nocivité de ce bocage. Pourquoi ? Tout simplement parce que, pour eux, le bocage normand était le bocage anglais. Or, le bocage normand est différent du bocage britannique, tout simplement parce que les haies sont plus hautes, que vous avez des talus, et donc ce bocage a posé d'énormes problèmes aux Anglo-Américains. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous aviez des haies. Derrière chaque haie, vous aviez des snipers. Vous aviez des soldats qui, avec un bazooka, pouvaient exercer des ravages. Ce bocage, il obligeait les tanks à prendre des routes relativement étroites, relativement encaissées, à la queue leu-leu. Donc ici encore, en prenant en enfilade les blindés, on pouvait les détruire. Le bocage obligeait parfois les tanks à escalader les haies. Or, en escaladant les haies, ils présentaient leur ventre, et le ventre du tank n'est pas blindé. Donc cette bataille du bocage a été absolument horrible, elle a été absolument terrible. Les Alliés pensaient qu'ils sortiraient assez vite du bocage, ils s'y trouvent englués, non seulement du côté britannique, mais également du côté américain, qui, il faut le souligner, essaye de remonter le Cotentin pour prendre Cherbourg. Cherbourg, port en eau profonde, qui est vital pour l'acheminement des hommes et du matériel. Donc cette bataille de Normandie jusqu'au 25 juillet 1944 a été une bataille absolument terrible. C'est une bataille terrible parce que, d'abord, elle empêche les Anglo-Américains de capitaliser sur leurs atouts. Quels sont les atouts des Anglo-Américains ? L'aviation d'une part et les blindés de l'autre. Le bocage gêne la progression des blindés et le temps, nous sommes en Normandie, est absolument horrible. 50% des missions aériennes sont annulées en raison du mauvais temps, à telle enseigne que le chef de l'aviation britannique, Leigh Mallory, pense que Dieu a des tendances fascistes, tant Dieu n'est pas du côté des Anglo-Américains. Ce qui veut dire que les Anglo-Américains ne vont pas pouvoir mener une guerre moderne. Ce qui veut dire que la guerre, elle ne va pas reposer sur les blindés,
elle ne va pas reposer sur l'aviation, elle va reposer sur l'infanterie. Or, l'infanterie, dans les rangs britanniques comme dans les rangs américains, c'est le maillon faible. Personne ne choisit d'être fantassin. Parce qu'on sait que l'infanterie est l'arme où on a le plus de chances de mourir. Donc, quand on est courageux, peut-être désireux de gloire, en tous les cas d'action, eh bien, on va se présenter, on va être volontaire pour des unités d'élite, les parachutistes, les commandos. Quand on essaye d'être, au contraire, à l'abri, on va aussi éviter l'infanterie. Donc, les fantassins sont les moins bien dotés intellectuellement et physiquement pour mener le combat, alors que le combat repose sur leurs épaules. C'est un combat de fantassins. Le général Bradley, responsable des troupes au sol américaines, parle même d'un combat de jungle. Un combat où vous allez avoir du corps à corps, un combat extrêmement éprouvant. Et les conséquences de cette impasse stratégique qui fait que jusqu'au 25 juillet 1944, les Anglo-Américains sont bloqués sur une tête de pont très étroite, espèrent obtenir la chute de Caen, mais n'arrivent pas à percer à Caen, malgré les offensives que le général britannique Montgomery déclenche, Epsom, Goodwood, autant d'échecs. Tout cela va avoir des incidences absolument dramatiques sur le moral des hommes, ce qui se traduit par une flambée, une épidémie de cas psychiatriques. Qui sont traités comment ? Les conditions de combat sont absolument terribles. Les soldats sont terrifiés, se battent dans un environnement hostile, il pleut, les uniformes ne sont pas changés avant septembre, donc beaucoup qui ont dû sauter à l'eau ont un uniforme qui est encore humide, qui est sale. Les soldats ne mangent pas chaud pendant très longtemps, donc ils mangent des rations, ils ont froid, ils grelottent, et en plus, vous avez cette impasse. On n'avance pas. Pendant combien de temps risque-t-on d'être bloqué sur cette tête de pont ? Et face à ces situations extrêmes de stress, de peur, parfois de faim, de froid, eh bien vous avez des milliers d'hommes, hein, on les compte en milliers, qui craquent. Alors, ces pertes psychiatriques, elles peuvent représenter 20% des pertes enregistrées par l'armée britannique ou l'armée américaine. Et elles posent un problème aux états-majors. Comment gérer ces pertes psychiatriques ? Il faut ici souligner que les pertes psychiatriques, ce n'est pas une nouveauté. Pendant la guerre de 14-18, il y avait le shell shock, comme on disait. Les pertes psychiatriques, les Anglo-Américains ont été confrontés à leur réalité en Afrique du Nord. Les Anglo-Américains ont été confrontés à leur réalité en Italie. Mais pour des raisons extrêmement curieuses, vous avez une mémoire des pertes psychiatriques qui s'est en quelque sorte érodée, comme si à chaque fois le problème se posait en des termes nouveaux. Et donc, au sein des états-majors, vous avez une alternative. Un, le malade psychiatrique est un simulateur. On va donc faire des exemples. On va en fusiller quelques-uns, et de cette manière, eh bien, tout rentrera dans l'ordre. Comme le dit un responsable américain, bizarrement, la maladie psychiatrique ne se pose pas, ce problème ne se pose pas dans les rangs de l'armée rouge. Et pour cause, hein, effectivement, lorsque l'on a affaire à des mauviettes, pensent les responsables de l'armée rouge, eh bien, on les fusille. Donc, partisans de la manière forte. Ce à quoi les psychiatres rétorquent, autre branche de l'alternative, pas du tout. Les malades psychiatriques sont des malades. Et ce ne sont pas des simulateurs, ce ne sont pas des mauviettes. Et n'importe qui peut être touché par la maladie psychiatrique. Et de ce point de vue, c'est le moment où l'on commence à comprendre ce qu'est le syndrome du vieux sergent. C'est quoi le syndrome du vieux sergent ? C'est le sergent qui a roulé sa bosse, qui a déjà combattu, et puis il voit son capitaine qui meurt, son lieutenant qui meurt, donc il prend la tête de la section, de la compagnie, puis il voit des hommes qui meurent, et à un moment il se dit bientôt mon tour. Et là il craque. Et face à cette situation, les Anglo-Américains vont essayer de réagir. Dans un premier temps, ils évacuent les troupes victimes de troubles psychiatriques, qui sont vraiment des troubles graves. Hein. C'est pas « ah là là, j'ai un peu peur ». Non, c'est des gens qui tremblent, qui sont en état de choc, qui sont véritablement dans l'incapacité de combattre. Et ces Anglo-Américains, surtout les Américains, constatent que retirer un soldat du front, c'est dangereux. On ne peut plus le renvoyer ensuite dans une unité. Il faut que le soldat continue à entendre le son du canon. Donc vous avez un protocole. Dans un premier temps,
le soldat qui est victime d'un trouble psychiatrique est évacué non loin des lignes pendant 48 heures, où on lui donne des calmants, où on essaye, diraient les psychiatres, de le réassurer en lui disant que ce qu'il vit est normal, on lui donne un bain chaud, un uniforme neuf, on le fait manger chaud. Et très souvent, cela suffit à ce que le soldat, qui ne cherche pas à se dérober à son devoir, rejoigne son unité. Quand ce n'est pas le cas, on l'envoie dans un autre échelon, où là, il va avoir des soins pendant une semaine, une cure de médicaments, également des discussions avec des psychiatres. Et là aussi, cela suffit très souvent à renvoyer le soldat défaillant dans son unité. Et puis dans les cas les plus graves, effectivement, on évacue ce soldat vers la Grande-Bretagne, où là, il est pris en charge par un hôpital. Mais le taux de retour va être assez spectaculaire, hein. Vous avez une proportion non négligeable d'hommes qui, en ayant passé 48 heures ou une semaine dans un dispensaire ou une clearing station, eh bien, peut effectivement retourner dans son unité. Ce que l'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il n'a pas tendance à recraquer. Voilà, on n'a pas d'informations à l'heure actuelle sur le sort de ces soldats. Vous racontez donc cet enlisement qui prend fin le 25 juillet. Que se passe-t-il le 25 juillet qui permet à la guerre de mouvement de retrouver ses droits? Il faut souligner que l'incapacité de Montgomery à prendre Caen commence à sérieusement énerver Eisenhower. Et notamment les bombardements sur Caen, qui ont été quand même coûteux en vie humaine, mais également en bombes, ont littéralement énervé Montgomery, qui a beaucoup de mal à supporter également la personnalité de Montgomery, qui ne se trompe jamais, tout est conforme au plan. Et donc à partir du 10 juillet, Eisenhower se dit que la percée ne se fera pas sur Caen. Et il envisage un scénario alternatif. Et ce scénario alternatif, c'est de percer non pas dans la région de Caen à l'est, mais dans le Cotentin à l'ouest. Et un schéma stratégique est conçu, ce qui va donner lieu à l'opération Cobra. Pourquoi l'opération Cobra? Parce qu'il cherchait le nom d'un serpent qui s'enroule autour de lui-même, et que le seul nom qui soit venu à l'esprit d'un officier, c'était le nom de Cobra. Quelle est l'idée? L'idée, c'est que l'on va pilonner les défenses allemandes, qui, à la décharge de Montgomery, il faut le souligner, sont beaucoup moins fortes dans le Cotentin que dans la région de Caen. On va donc utiliser un bombardement en tapis, un carpet bombing, pour briser les défenses allemandes. Et ensuite, eh bien, les troupes américaines vont s'engouffrer dans la brèche ainsi créée pour effectivement réaliser la percée tant espérée, la percée tant attendue. Cette opération Cobra va démarrer sous de fâcheux auspices parce que par deux fois, les bombardements vont toucher les troupes amies. Pourquoi? Logiquement, le bombardement devait se faire horizontalement. C'est-à-dire que les bombardiers devaient suivre la ligne de front allemande, bombarder et casser la défense allemande. Mais les bombardiers avaient un peu peur, tout simplement, des défenses antiaériennes allemandes. Ils ont donc préféré, plutôt que d'attaquer horizontalement, verticalement. Et donc, du coup, bien évidemment, le risque pour les troupes d'être touchées par des bombes tombant à côté était considérable. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez même un général, Leslie McNair, qui meurt. Il était observateur et il meurt lors de cette tentative. Quoi qu'il en soit, ce bombardement donne des résultats absolument inattendus. Les défenses allemandes sont absolument pulvérisées par ces bombardements. Les Alliés ne s'en rendent pas immédiatement compte, mais très vite, ils voient une brèche s'ouvrir. Et dans cette brèche, eh bien, ils s'engouffrent. Ils s'engouffrent avec une énergie extrême. C'est le moment où Patton, patron de la 3e armée, entre en lice. Et Patton fait lui-même la circulation pour accélérer le rythme et dire aux blindés, allez-y, avancez, avancez, avancez. Et les défenses allemandes sont effectivement anéanties. Et donc, du coup, les résultats sont si inattendus, si spectaculaires, que les Alliés vont un petit peu infléchir leur plan. Vous allez avoir une partie des forces américaines qui va se diriger vers l'ouest pour libérer la Bretagne, mais avec des forces relativement légères. Et d'autre part, le gros des forces américaines va foncer plein est, d'abord pour encercler le gros de l'armée allemande dans ce que l'on appelle le chaudron de falaise, et ensuite foncer plein ouest sur une ligne, en gros, Le Mans, Chartres, Paris, pour effectivement arriver en Allemagne, c'est l'objectif, la Ruhr, le plus rapidement possible. Donc finalement, il y a une séquence de 3 mois
qui, après 1 mois et demi, presque 2 mois d'enlisement, connaît une avancée fulgurante dans son dernier mois. Mais pendant ce temps, comment vit le reste du pays ? Parce que le débarquement va avoir des incidences un peu partout. On pense évidemment à Oradour, à Tulle, au Vercors. Donc, est-ce qu'on peut dézoomer de la Normandie et regarder comment, en Bretagne et dans le reste de la France, la séquence débarquement engendre à son tour des massacres et de la violence? Le débarquement a provoqué une immense joie, une immense espérance sur l'ensemble du territoire. Mais il faut bien voir qu'en juin, juillet, août 1944, on n'a pas une France qui vit au même tempo, qui vit au même rythme. On a en fait une France atomisée, une France qui va vivre à des rythmes très 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 différents. On a d'abord une France résistante qui entre en action. Logiquement, la résistance devait entrer en action suite aux messages émis par la radio de Londres. Elle devait entrer progressivement en lice, c'est-à-dire au fur et à mesure de la progression des troupes américaines et britanniques. Mais Eisenhower a eu peur et il a ordonné, plutôt que cette entrée en action échelonnée, il a ordonné le 6 juin à toute la résistance d'entrer en action, tout simplement pour créer de la perturbation, créer de l'incertitude chez les Allemands. Et donc vous avez eu effectivement sur l'ensemble de la France à la fois une intensification des actions. Dans le cadre du débarquement, un certain nombre de plans avaient été prévus, plan vert, plan violet, et dans ces plans, le plus important était le plan vert, qui visait à paralyser le réseau ferré par la multiplication de sabotages sur les voies ferrées. Et effectivement, vous avez autour du 6 juin 1944 plus de 1000 coupures ferroviaires qui sont réalisées, et de ce point de vue, la résistance a bel et bien été au rendez-vous. Mais vous avez aussi une autre résistance, c'est que beaucoup d'hommes, peut-être de femmes, qui se demandaient si l'entrée en résistance valait le coup. À partir du moment où les Alliés débarquent, pensent effectivement qu'entrer en résistance va permettre le départ d'un occupant détesté, d'un occupant honni. Donc ils vont monter au maquis. Ils vont monter au maquis au Vercors, ils vont monter au maquis au Montmouchet, dans le Massif central, ils vont monter au maquis de Saint-Marcel en Bretagne, mais également dans bien d'autres maquis. Donc vous avez un afflux de volontaires. Et de ce point de vue, il faut bien souligner que d'abord, les maquis ne sont pas nécessairement prêts à accueillir ces milliers de volontaires qui se pressent, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez d'armes, pas assez de ravitaillement. Il faut souligner que les Anglo-Américains se méfient des maquis. Ils redoutent que ces hommes mal armés, inexpérimentés, ne fassent pas le poids face à des combattants de la Wehrmacht expérimentés. Ces éléments expliquent que, par ailleurs, les Allemands ne sont absolument pas prêts à tolérer une menace sur leurs arrières. Et donc vous allez avoir des opérations menées par les Allemands d'une très grande violence contre Saint-Marcel, contre le Montmouchet et, plus tardivement il est vrai, contre le Vercors. Et dans tous ces endroits, vous allez avoir des massacres, les plus terribles se produisant, bien entendu, dans le Vercors, à partir du moment où les hommes du général Pflaum décident de donner l'assaut le 21 juillet 1944, avec des massacres non seulement de résistants, mais également de civils, de femmes, d'enfants. Donc on a une France martyre, et c'est ce qui explique également les drames de Tulle, le 9 juin 1944, ou d'Oradour, le lendemain. Oradour, le 10 juin 1944, ne se distingue pas par une activité résistante. Les Allemands veulent juste donner un exemple et montrer à la résistance et à la population qu'il ne faut pas cette union, que le résistant ne doit pas être, pour parodier Mao Tse-tung, comme un poisson dans l'eau. Et donc, ils prennent Oradour, qui est un visage réputé paisible, où il n'y a pas eu une activité résistante extrême, pour faire un exemple, et pour montrer qu'ils seront d'une radicalité absolument totale. Et effectivement, ils sont d'une radicalité totale, puisque vous le savez, vous avez 643 habitants d'Oradour qui vont être massacrés par des éléments de la division Das Reich. La Normandie, vous avez des crimes de guerre, mais moindres, tout simplement parce que les Allemands ne peuvent pas
dans une zone de guerre, multiplier des massacres qui risqueraient de compliquer les opérations, de dresser la population contre eux. Mais autour de la Normandie, vous allez avoir des massacres. J'ai évoqué Radour, j'ai évoqué Tulle, mais il faut souligner des massacres moins importants en termes numériques. Mais la Bretagne, par exemple, a vécu l'enfer avec des fermes incendiées, avec des otages massacrés, avec des femmes violées. C'est véritablement une période absolument atroce. Il faut rappeler que le nombre de victimes résistantes est, en 1944, le plus important. Vous avez le plus de victimes se produit en 1944 et non dans les 3 années antérieures, 41, 42, 43. Et puis, eh bien, vous avez une France qui est une France heureuse, tout simplement parce que les Allemands évacuent à partir du 16-17 août 1944, se retirent sans embâge, que soit la résistance, soit les forces alliées arrivent, il n'y a pas eu de massacre, il n'y a pas eu de crime, la région s'est libérée paisiblement. Vous avez par ailleurs, à cette France victime, à cette France paisible, vous avez aussi une France insurgée. Et le meilleur exemple, c'est bien entendu Paris, où l'insurrection débute le 19 août 1944, dans une atmosphère qui est à la fois une atmosphère de gravité, parce que l'insurrection est une chose sérieuse, mais qui est aussi une atmosphère de liberté, presque libertaire, où des gens qui ne se connaissaient pas se parlent et qui essayent de participer de toute leur force, avec tout leur enthousiasme, au départ d'un occupant honni. Et Paris, ici, renoue aussi avec l'image traditionnelle d'un Paris hérissé de barricades que l'on avait pu connaître au moment de la Révolution, de 1789, de 1848, au moment de la Commune. Paris renoue aussi avec ce passé insurrectionnel. À quelle date peut-on fixer la fin de la bataille de Normandie ? Fixer la date de la fin de la bataille de Normandie est un peu compliqué. On peut considérer qu'à partir du moment où la poche de Falaise est scellée, 19-21 août, la bataille de Normandie s'achève et que s'ouvre une nouvelle séquence. Pour parodier, je pourrais dire que c'est la fin de la bataille en Normandie. Si, à mon avis, on veut véritablement comprendre quand commence la séquence, 6 juin 1944, et quand elle s'achève, à mon avis, c'est le 25 août 1944 par la libération de Paris. On a véritablement, de ce point de vue, et pour parodier Clémenceau, à mon avis, un bloc. Un bloc qui permet de comprendre que voilà, les Alliés ont débarqué, il y a eu une impasse, il y a eu une bataille en Normandie, et puis il y a cette apothéose, qui est une apothéose militaire, Paris est libéré, mais qui est aussi une apothéose politique, De Gaulle triomphe. C'est un peu le sacre du général de Gaulle. Après, le 25-26 août, on va entrer dans une autre séquence, qui est celle de la libération de la France, qui est celle aussi de combats terribles qui vont se dérouler dans les Vosges, qui sont celles, c'est une période aussi marquée par la grande peur de l'offensive déclenchée dans les Ardennes, cette offensive de la dernière chance, lancée le 16 décembre 1944. On est dans une logique différente, ce qui m'incite, pour ma part, à considérer que la bataille de Normandie s'achève par la libération de Paris. La mémoire, pardonnez cette évidence, est sélective. Donc elle a retenu le débarquement en Normandie, qui stimule les imaginaires, et elle a très largement oublié cette mémoire nationale, voire internationale, le débarquement de Provence, qui se produit le 15 août 1944. Ce débarquement de Provence est très important pour 2 raisons. D'abord, il va permettre de libérer la France extrêmement rapidement. Il faut quand même rappeler que la remontée de la vallée du Rhône est d'une rapidité extrême, facilitée, il faut le dire aussi, par l'ordre de retraite donné par Adolf Hitler le 16 août 1944. L'autre élément important, c'est que les Alliés veulent mettre la main sur le port de Marseille, qui est considéré comme d'une importance cruciale pour acheminer les troupes et le matériel. Et effectivement, Marseille va jouer ce rôle. Mais il est vrai que ce débarquement de Provence n'a pas, je dois le dire, enflammé les imaginations comme le 6 juin 1944. Alors pourquoi cette différence ? D'abord, je crois que le débarquement de Normandie est un événement heureux. Il n'a pas été qu'heureux, mais il a été heureux. Tout simplement parce que le nombre de victimes, hormis les victimes civiles sur lesquelles je reviendrai, a été relativement limité.
c'est une opération qui s'est très bien passée. On ne peut pas en dire autant de Stalingrad. La population soviétique de Stalingrad, les soldats allemands à Stalingrad ont vécu l'enfer. Pour les soldats alliés, cela a été effectivement difficile, mais ce n'est pas un enfer qui a duré des mois. Effectivement, l'enfer a duré 6 semaines, il faut le souligner. Et puis, les conséquences de ce débarquement ont été heureuses parce que la quasi-totalité du territoire français va être libérée assez rapidement. En même temps, ce débarquement de Normandie, il a, dirait-on aujourd'hui, un storytelling qui est absolument prodigieux. C'est-à-dire, on sait qu'il se termine bien, mais en même temps, que d'incertitudes. Est-ce que les Allemands vont croire les inventions de l'espion Garbeau ? Est-ce que la tempête va empêcher le débarquement ? Est-ce que les Allemands seront suffisamment forts ? Donc il y a tous les ingrédients d'un suspense. Comme dans un film américain, on sait, nous, aujourd'hui contemporains, que cela se termine bien, mais en même temps, cela ne nous empêche pas de vibrer aux problèmes, aux obstacles que rencontrent les Anglo-Américains pour vaincre les Allemands. Pour le débarquement de Provence, le storytelling est beaucoup moins glamour. On a un débarquement qui se passe bien, qui est dans une certaine mesure secondaire par rapport au débarquement de Normandie, qui n'a pas non plus grand-chose pour enflammer les imaginations. Qui a-t-on en Normandie côté allemand ? On a Rundstedt, on a Rommel, on a quand même des personnages de premier plan. Bon, dans le sud-est, Blaskowitz, voilà, je ne sais même pas si on connaît son nom encore aujourd'hui. Côté allié, on a Patton le flamboyant, on a Montgomery, le britannique, voilà, qui est quand même une figure de légende. Là, on a affaire à qui ? On a affaire à De Lattre, qui est encore relativement inconnu. Hein. La gloire de Lattre va venir du débarquement de Provence. Patch, on ne peut pas dire que Patch dise grand-chose. Donc tous ces éléments ont fait que le débarquement en Provence, que les autorités françaises, pour des raisons légitimes, les Français, il faut le souligner, vont composer 2/3 des troupes débarquées, ont essayé de mettre en puissance, ont essayé d'honorer, ce débarquement de Provence, on peut le dire, n'a pas marqué les imaginations comme le débarquement de Normandie. Il faut dire aussi qu'il se produit le 15 août, qui est un très grand week-end festif en France, ce qui n'aide pas, bien évidemment, à le commémorer. Alors, deuxième sujet de relatif oubli, même si c'est sans doute moins vrai aujourd'hui, c'est, là pour le coup, les victimes civiles de la bataille de Normandie. Vous allez me dire si le chiffre est bon, on les évalue ordinairement en termes de tués à 20 000 pour la seule Normandie, tout compris, basse et haute. Pourquoi tant de silence et pourquoi faut-il attendre plus d'un demi-siècle pour que ce sujet soit porté ? Il faut le rappeler avec force, les Normands ont vécu un enfer à l'été 1944. Mais paradoxalement, cet enfer n'a pas été intégré, au fond, à une forme de roman national. Et les souffrances de la population normande ont été, dans une large mesure, oubliées, ou en tous les cas oubliées jusqu'à un passé récent. Alors pourquoi cet oubli ? Je crois que plusieurs éléments expliquent cet oubli. Le premier élément, c'est que la Normandie a payé un très lourd tribut à la libération, mais c'est, hormis la Corse, la première région libérée. Et il y a peut-être cette idée que, en montrant les souffrances que les Normands ont endurées, il y aurait une forme d'ingratitude. Voilà. La Normandie a été la première région libérée et elle se plaint. Donc c'est un premier élément qui, à mon avis, mérite d'être souligné. L'autre élément, c'est que il y a aussi, je crois, un tourisme mémoriel extrêmement important en Normandie, je crois de 4 à 5 millions de visiteurs, et afficher les souffrances bien réelles des Normands aurait peut-être, dans une certaine mesure, froissé les Britanniques ou les Américains qui fréquentent, très nombreux, pas seulement les vétérans, ce sont des écoles, ce sont des familles qui viennent. Et donc, mettre en exergue la souffrance des populations normandes aurait pu être éventuellement considéré comme un signe d'ingratitude de la part de nos amis britanniques, de la part de nos amis américains. Et donc, c'est pour cette raison, me semble-t-il, que les pouvoirs français n'ont pas du tout mémorialisé, pardonnez-moi ce néologisme, les souffrances endurées par les Normands. Quand je dis pas mémorialisé, on a beaucoup d'éléments qui contribuent à fixer, à orienter, à modeler la mémoire.
on a des plaques, on a des monuments, on a des musées. Vous n'avez pas beaucoup de monuments jusqu'à une période récente rappelant le sacrifice des Normands. Sauf erreur de ma part, les victimes civiles des bombardements de Caen, vous avez effectivement un monument, mais il est dans le cimetière de la ville. C'est-à-dire dans un endroit qui n'est pas aussi exposé, par exemple, qu'un monument aux morts dans une commune française qui est près de la mairie ou dans un endroit très visible. Donc vous avez une très grande discrétion des pouvoirs publics. Cela ne veut pas dire que les Normands ne se souvenaient pas. Vous aviez ce souvenir éprouvant qui circulait dans les familles, dans les localités, mais, ai-je envie de dire, à bas bruit. Et à partir de la fin des années 90, là au contraire, ce souvenir a pris plus d'ampleur. Sans doute parce que l'idée que l'on pouvait reprocher aux Normands d'être ingrats, l'idée que l'on risquait de froisser les Britanniques ou les Américains, eh bien, cette idée au fond a cédé du terrain et que ce que certains ont appelé le sacrifice des Normands, eh bien, a pu acquérir une forme de droit de cité que le président Macron va reconnaître de manière tout à fait solennelle en se rendant à Saint-Lô. On dézoome encore plus, si on doit faire le bilan au global de ce débarquement et de la bataille de Normandie, et surtout comment le situer dans le bilan global dans la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est une opération capitale, déterminante, ou est-ce que de toute manière, avec ou sans débarquement, les nazis seraient tombés sous les coups, notamment de l'URSS? Le bilan du débarquement en Normandie est complexe. Il est évident que ce débarquement en Normandie est une opération majeure. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où ce débarquement se produit, dans la mesure où ce débarquement réussit, dans la mesure où ce débarquement va permettre la libération plus ou moins rapide de l'Europe du Nord-Ouest, il va obliger le Troisième Reich à combattre sur 2 fronts, ça en tease, 3 si l'on ajoute l'Italie, et donc le Reich est effectivement pris en étau entre l'armée rouge d'une part et les troupes anglo-américaines de l'autre. Donc l'importance du débarquement ne doit pas être mésestimée. C'est une opération majeure de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce pour autant une opération décisive ? Alors vous savez que les généraux ou les amiraux ont traqué la bataille décisive. Alors est-ce que c'est une opération décisive ? Je pense que là, il faut le rappeler avec force, la guerre a été gagnée ou perdue par le Troisième Reich à l'Est. C'est à l'Est que la majorité des forces allemandes a été engagée, et c'est à l'Est que le pourcentage de pertes a été le plus colossal. Si vous avez donc un pays qui a supporté le plus gros de la Seconde Guerre mondiale, qui a infligé les pertes les plus sensibles à l'Allemagne nazie, c'est bien l'Union soviétique. Donc il faut bien replacer le débarquement en considérant que c'est une opération majeure, mais que de toute façon l'Allemagne avait perdu la guerre à l'Est et donc avait perdu la guerre. Dernière question, parce qu'on a fait un très bon tour là. Nous sommes donc en 2024, 80 ans après les événements, ce qui veut dire qu'il y a presque plus de combattants à interviewer. Il en reste quelques-uns, mais très rares, très âgés. La majeure partie des témoignages sont aujourd'hui issus d'adolescents ou d'enfants qui ont connu cette période, mais qui eux-mêmes approchent les 90 ans ou les dépassent. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'entrer dans une nouvelle séquence mémorielle qui serait plus nourrie, peut-être, par la connaissance que le monde de la fiction, le cinéma, nous apporte de cette histoire, que par les témoignages directs, et avec quel risque et quel besoin d'histoire, précisément, pour éviter de tomber dans le roman et dans l'image d'Épinal? Avec la disparition des derniers témoins, voire des derniers acteurs, il est évident que la mémoire du débarquement va changer de registre. Nous avions une mémoire du débarquement qui reposait en partie, je dis bien en partie, sur les survivants. La mémoire du débarquement s'est nourrie également d'autres éléments, des musées, des commémorations, des films. Mais elle s'est nourrie aussi de la présence des anciens. Cette présence, que nous a-t-elle permis de faire ? Bien, je crois que la parole des témoins est importante parce qu'elle permet d'incarner l'histoire. Elle permet d'incarner l'histoire, elle permet également de transmettre des émotions que d'autres vecteurs sont incapables de porter. Donc de ce point de vue, effectivement, la perte des témoins, la perte des acteurs est une perte. Cela ne veut pas dire que la mémoire du débarquement va mourir
avec la disparition des derniers témoins ou des derniers acteurs. Elle va tout simplement passer par d'autres supports. Et ces supports, je dois dire, deviennent de plus en plus variés. Bien sûr, il y a beaucoup de musées en Normandie. Bien sûr, il y a des films, et il y en aura d'autres. Mais il y a aussi désormais des bandes dessinées. Il y a aussi des mangas. Il y a aussi des podcasts. Et donc, on a une mémoire qui, au fond, se recompose. Ce qui veut dire qu'elle va rester, je crois, vivante, mais qu'elle va passer, transiter par d'autres moyens. Peut-être que cela sera aussi le moyen de toucher des générations plus jeunes, plus sensibles à ces formes plus modernes de transmission que le musée, par exemple, ou le film. Encore que, là encore, les musées ont énormément évolué, puisque aujourd'hui, vous avez toute une part de bornes audiovisuelles, de contenus interactifs qui permettent justement de toucher un public de manière peut-être moins austère que la manière dont les musées fonctionnaient il y a encore 20 ou 30 ans. On aura encore besoin des historiens quand même ? Les historiens, je pense, sont importants parce que la mémoire ne doit pas, me semble-t-il, trop s'écarter de l'histoire. Donc il faut, même si vous avez une bande dessinée, même si vous avez un film, qu'il ne raconte pas d'histoire, qu'il raconte l'histoire, mais qu'il ne raconte pas d'histoire, qu'il reste fidèle à ce qu'ont été les événements. Cela ne veut pas dire que l'artiste n'ait pas une liberté de création. Mais cette liberté de création, elle ne doit pas aboutir à travestir l'histoire, à la maquiller, à la mutiler. En ce sens, les historiens, bien évidemment, seront, et je l'espère, utiles encore pendant de longues années.